Bonjour. Alors, cette séance est consacrée au deuxième chapitre, fonction numérique de variable réelle. On commence par une petite introduction. Nous avons devant nous une équation, x plus exponentielle de x égale à 0. C'est impossible de résoudre cette équation, de trouver les solutions exactes avec des moyens simples. Et pour cela, on va étudier une fonction pour essayer de répondre à certaines questions. Est-ce que cette équation admet des solutions ou non? Si oui, est-ce que la solution est unique? Il appartient à quel intervalle? Est-ce qu'on peut avoir une valeur approximative, une valeur approchée de la solution? Donc, là, on va voir l'utilité des études de fonctions pour répondre à ces questions-là. Donc, on considère la fonction f de x égale x plus exponentielle de x. Alors, voici le graphe de la fonction. Pour chaque x, dans R, de x on lit la valeur de x sur l'axe des abscisses. Son image, c'est y sur l'axe des ordonnées. Donc, y, c'est l'image de x. D'accord? Et on dit que x est un antécédent de y. X est un antécédent de y. On peut avoir plusieurs antécédents, en général. En général, on peut avoir plusieurs antécédents. Mais dans cet exemple, pour chaque y, il y a un unique antécédent x. Donc, pour chaque y, dans R, il y a un unique x, un x unique, vérifiant y égale à f de x. Et donc, l'équation x plus exponentielle de x égale à y admet une solution unique. D'accord? On passe maintenant, donc en particulier, l'équation x plus exponentielle de x égale à 0. Donc, il admet une solution unique. Et on peut voir sur le graphe, la solution de l'équation x plus exponentielle de x égale à 0, c'est quoi? C'est l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Donc, on voit bien que cette intersection est unique. Donc, il y a une solution unique de cette équation. Et on va voir des théorèmes qui permettent d'encadrer x, de trouver l'intervalle qui contient x, et par la suite trouver des solutions approchées, ou bien des valeurs approchées de la solution. Et voilà, maintenant on passe au cas général. Généralité sur les fonctions. Si vous connaissez tous la définition d'une fonction de variable réelle à valeur réelle. Donc, c'est une application définie sur une partie de R qui s'appelle le domaine de définition de f. On le note T de f. La courbe ou le graphe de f, c'est une partie du plan de R carré. C'est l'ensemble des couples x, f de x, tel que x appartient à T de f. Donc ici, on met le x sur l'axe des abscisses, son image f de x sur l'axe des ordonnées. Donc on obtient un point de coordonnées x, f de x. L'ensemble de tous ces points, lorsque x varie dans le domaine de définition, l'ensemble de ces points, ils forment le graphe de f. Comme exemple ici, la fonction 1 sur x est définie sur R étoile, c'est le domaine de définition.
Et sa courbe, il est de cette forme. Ça s'appelle une hyperbole. Hyperbole. Alors, quelle est donc ma définition des fonctions suivantes? 1 sur sinus x, elle est définie si sinus x est différent de 0. Et on sait bien que le sinus x, elle s'annule lorsque x égale à kpi, avec k un entier relatif. Donc, pour que sinus x soit différent de 0, il faut que x soit différent de kpi. Donc, le domaine de définition, c'est R privé de tous les points de la forme kpi, tel que k appartient à z. Un autre exemple, le deuxième exemple, 1 sur racine de x plus 1 demi. Donc, x plus 1 demi doit être positif, puisqu'il est dans la racine, et en plus doit être non nul parce qu'il est au dénominateur. Et donc, x plus 1 demi doit être strictement supérieur à 0. Donc, x strictement supérieur à moins 1 demi. Et donc, dans mes définitions de G, c'est l'intervalle ouvert moins 1 demi plus l'infini. Le troisième exemple, ln de x carré plus x moins 1, dh, c'est l'ensemble des réels x tel que x carré plus x moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc, on calcule d'état, on trouve deux solutions, x1 et x2, et on sait bien qu'un trinôme ax carré plus bx plus c, qui admet deux racines x1 et x2, on connaît bien le signe de ce trinôme. Donc, en dehors des racines, c'est le signe de a, et à l'intérieur, c'est le signe opposé de a. A, c'est le coefficient de x carré. Donc ici, a est égal à 1, il est positif. Donc, en dehors de x1 et x2, c'est positif, et entre x1 et x2, c'est négatif. Et donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini x1 union x2 plus l'infini. x1 et x2 sont exclus, donc les intervalles sont ouverts, parce que l'inégalité est stricte, strictement supérieure à 0. Un autre exemple, c'est la fonction x puissance alpha, avec alpha un réel non nul. Alors, cette fonction, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. X strictement supérieur à 0. Et on la transforme en un exponentiel. C'est l'exponentiel de alpha ln de x. Donc, voilà d de f. C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et pour tout x strictement supérieur à 0, f de x, c'est l'exponentiel de alpha ln de x. Un autre exemple, c'est la partie entière. C'est quoi la partie entière d'un réel? C'est juste l'entier qui vient juste avant x, ou bien à gauche de x, qui est inférieur ou égal à x. Par exemple, si x est un réel, n virgule quelque chose, par exemple 1 virgule quelque chose, la partie entière c'est 1. 0 virgule quelque chose, la partie entière c'est 0. D'accord? Moins 1 virgule quelque chose, la partie entière, c'est pas moins 1, c'est moins 2. Il faut regarder à gauche et pas à droite. Et lorsque x est un entier, sa partie entière, c'est lui-même. Donc voilà la définition. Pour tout réel x, on peut toujours trouver x, on peut toujours mettre x entre deux entiers, n et n plus 1. Donc il existe toujours un unique entier relatif, n, tel que x est entre n et n plus 1.
Alors, ce n, c'est la partie entière de x. On le note e de x ou bien x entre crochets. Donc, la partie entière de x égale à n, ça signifie, ou bien c'est équivalent à x entre n et n plus 1. Supérieur ou égal à n est inférieur strictement à n plus 1. Et voilà la courbe de la partie entière. Entre 0 et 1, tous les nombres réels entre 0 et 1, c'est des 0, quelque chose, donc la partie entière, c'est 0. Donc, c'est représenté par un segment. La même chose entre 1 et 2, c'est 1. Entre 2 et 3, c'est 2. Par exemple, la partie entière de 2, c'est quoi? Si on veut... Donc, c'est 2 parce que c'est un entier. Et donc, c'est pour ça que dans la courbe, on a mis l'image de 2. Si on se dirige verticalement, on trouve 2 points. Un point. La valeur 1, on a mis un petit cercle. Ça veut dire que l'image de 2, c'est pas 1. Et la valeur 2, on a mis un point. Donc l'image de 2, c'est 2. C'est pas 1. L'image de 3, la même chose, c'est 3. C'est pas 2. Et ainsi de suite. Pour les valeurs négatives, entre moins 1 et 0. Vous voyez bien, entre moins 1 et 0, la partie entière, c'est moins 1. Entre moins 2 et moins 1, la partie entière, c'est moins 2, etc. Donc, ici, on définit la somme, le produit et la multiplication par un réel, bien ce qu'on appelle un scalaire lambda. Donc, la somme de f et g, f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Le produit f fois g de x, c'est f de x fois g de x. La même chose, lambda fois f de x. Lambda point f de x, c'est lambda multiplié par f de x. Par exemple, ici, f est représenté par la coupe verte, g par la coupe bleue. Et la somme, pour avoir la somme, par exemple, si on prend un x, c'est quoi son image? F de x plus g de x. Donc, on prend la valeur de f de x qui est en vert, la valeur de g de x en bleu, et on fait la somme des deux, on obtient la valeur f plus g de x. On obtient la courbe de f plus g. Bien sûr, c'est difficile de tracer directement la courbe de f plus g à partir de f et g. Parce qu'on ne va pas prendre tous les points, tous les x, et chercher les f de x plus g de x pour chaque point. Donc, on fait l'étude de la fonction en général pour la tracer. Une fonction majorée et minorée, c'est la même définition que pour les suites. Majorée, ça veut dire que f de x est inférieur à une constante m, quel que soit x dans U. La constante m ne dépend pas de x. Donc, il existe m tel que, quel que soit x. Bien sûr, il faut voir l'ordre, il faut faire attention à l'ordre des quantificateurs. Quand on écrit il existe et après quel que soit, ce m ne dépend pas des x. C'est le même pour tous les x. Par contre, lorsqu'on écrit quel que soit il existe, ça veut dire dans ce cas qu'il dépend. Si on écrit quel que soit x, il existe m, dans ce cas, ce m, il dépend de x. Donc, dans la définition de fonction majorée, le m ne doit pas dépendre de x. Et la même chose pour une minorée, f de x est supérieur ou égal à petit m, quel que soit x dans U. Borné, ça veut dire minoré et majoré. Pour cela, on utilise la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de f de x est inférieure à une constante. Et voilà, dans cette courbe, la fonction est majorée par m et minorée par petit m. Et juste une remarque, cette valeur grand M
elle est représentée par une droite horizontale et la courbe elle est en dessous de la droite. En dessous de la droite. Et dans cet exemple, la courbe ne touche pas la droite. Y égale à M. Et donc, la valeur M n'appartient pas à la courbe. Donc, ce n'est pas une image. Ici, f de x est inférieur strictement à M, quel que soit x dans D de f. Et donc, il n'existe pas de réel x tel que f de x égale à M, à grand M. On dit que la valeur grand M n'est pas atteinte. Donc, c'est un majorant de f, mais cette valeur n'est pas atteinte. Par contre, le petit m, c'est un minorant et en même temps, c'est une valeur atteinte. Parce qu'on voit bien que la courbe elle touche la droite, y égale à petit m. Donc, il y a un x tel que f de x égale à petit m. Donc là, c'est une valeur atteinte. Maintenant, pour les fonctions, pour la monotonie, une fonction est croissante. Vous connaissez bien sûr fonction croissante. Vous faites directement la dérivée est positive. Mais ça, ce n'est pas la définition. C'est juste une propriété. La définition d'une fonction croissante, c'est quel que soit x, y dans D de f, x inférieur ou égal à y implique que f de x est inférieur ou égal à f de y. Est strictement croissante si l'inégalité est stricte. F de x inférieur strictement f de y. Donc, une courbe illustrative d'une fonction croissante. La même chose pour décroissante et strictement décroissante. On inverse les inégalités. Alors, bien sûr, la deuxième, pas la première. X inférieur ou égal à y, mais l'ordre change. Donc, f de x devient supérieur ou égal à f de y. Strictement décroissante, si x est inférieur strictement à y, alors f de x est strictement supérieur à f de y. On dit qu'elle est monotone s'il est croissante ou décroissante. Strictement monotone s'il est strictement croissante ou strictement décroissante. Quelques exemples. La racine de x est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini. Exponentielle strictement croissante sur R et ln strictement croissante sur 0 plus infini ouvert. La valeur absolue de x. Donc, sur R, elle n'est pas monotone. Mais si on prend seulement l'intervalle 0 plus infini, elle est strictement croissante. On peut voir ça sur la courbe. Voilà la courbe de la fonction valeur absolue. Elle n'est pas monotone sur R. Elle n'est ni croissante ni décroissante si on prend R tout entier. Par contre, si je prends l'intervalle moins l'infini 0, on voit bien qu'elle est strictement décroissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est strictement croissante. Rappelons que la valeur absolue de x égale à x si x est positif et que la valeur absolue de x, c'est moins x si x est négatif. Fonction paire et impaire. Si on prend l'intervalle symétrique par rapport à 0, de la forme moins a, ouvert ou moins a fermé. On dit que f est paire si quel que soit x dans i, f de moins x égale à f de x. Impaire si quel que soit x, f de moins x égale à moins f de x. Graphiquement, voilà, pour une fonction paire, le graphe il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour une fonction impaire, le graphe est symétrique par rapport à l'origine. Si on prend par exemple x puissance 2n, x puissance 1 entier pair, c'est une fonction qui est paire sur R, parce que f de moins x, c'est moins x puissance 2n, et puisque 2n est un entier pair, donc c'est x puissance 2n. C'est f de x. Par contre, x puissance 2n plus 1, si j'emplace x par moins x, ça donne moins x puissance 2n plus 1.
Donc, c'est une fonction impaire. Je prends les exemples x carré et x puissance 3. Voilà la courbe de x carré. En bleu, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et en vert, la courbe de x puissance 3, elle est symétrique par rapport à l'origine. Juste une remarque, la fonction x carré, donc elle n'est pas monotone sur R, elle est monotone sur moins l'infini 0 et monotone sur 0 plus l'infini. Et x puissance 3, elle est monotone, elle est strictement monotone sur R tout entier. Elle est strictement croissante. Dans la définition des fonctions paires, on a pris un intervalle de la forme moins AA. Mais la définition, elle reste valable pour n'importe quel domaine de définition, à condition qu'elle soit symétrique par rapport à 0. Par exemple, si je prends d de f, c'est la réunion des deux intervalles moins l'infini moins a, union a plus l'infini. A et moins a inclus, c'est-à-dire des intervalles fermés. Ou bien les intervalles ouverts, moins l'infini moins a, union a plus l'infini. Avec a strictement supérieur à 0. Donc là aussi, je peux définir une fonction paire ou impaire. Par exemple, f de x égale 1 sur racine de x carré moins 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est quoi? X carré moins 1 doit être strictement supérieur à 0. Et donc, x moins 1 facteur de x plus 1 strictement supérieur à 0. Vous pouvez faire un tableau de ci. Donc, de moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini, c'est positif. Et entre moins 1 et 1, c'est négatif. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Donc, il est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, il vérifie, quel que soit x dans d de f, moins x appartient aussi à d de f. D'accord? C'est ça la signification d'un intervalle symétrique par rapport, d'un ensemble symétrique par rapport à 0. Quel que soit x dans d de f, moins x appartient à d de f. C'est le cas ici dans cet exemple. Et en plus, f de moins x, c'est f de x. Si j'emplace x par moins x, avec le carré, ça donne x carré. Donc, f est paire. Maintenant, on passe à la définition d'une fonction périodique. Une fonction est dite périodique de période t, ou on dit aussi t périodique. Une fonction t périodique, si elle vérifie quel que soit x dans R, f de x plus t égale à f de x. Exemple de fonction périodique, cosinus et sinus, bien sûr. Alors, le graphe d'une fonction périodique, elle est de cette forme. Elle est invariant par translation. Donc, il suffit d'avoir la courbe entre deux points x et x plus t. Vous voyez bien sur la courbe, l'image de x, c'est l'image de x plus t. Et après, on répète cette courbe. Cette courbe, elle se répète après. Donc, il suffit de tracer la courbe sur un intervalle de longueur t, d'accord, pour avoir la courbe de f sur tout le domaine de définition. Par exemple, cosinus, elle est 2 pi périodique. Sinus aussi. La tangente, elle est pi périodique. Ça, c'est les courbes des fonctions cosinus et sinus. Alors, d'autres exemples. Alors, cette courbe, vous voyez bien, elle est 2 pi périodique. Il suffit de voir la courbe de moins pi à pi, ou bien la courbe de moins 2 pi à 0. Vous voyez bien la courbe de moins 2 pi à 0. Après, elle se répète entre 0 et 2 pi, c'est la même courbe. Donc, cette fonction, elle est 2 pi périodique. L'exemple en haut,
La fonction, elle est périodique de période. Vous voyez bien sur un triangle de la base est de longueur 6. Donc la période, c'est 6. On trouve ce type de courbe dans les signaux électriques. Je pense que vous allez voir ça en électricité. On utilise simple série de Fourier. Je pense que vous allez voir ça en, je ne sais pas, S3 ou S4. Peut-être S5, je ne sais pas. Bon, ça c'est les... On trouve souvent ces exemples dans les signaux électriques. Voilà un signal triangulaire de période 6. Donc, il suffit d'avoir la courbe entre moins 6 et 0 et la répéter. Ou bien la courbe entre moins 3 et 3 qui est en rouge. Et après, répéter la courbe. Là, c'est mieux de prendre d'abord la courbe entre moins 3 et 3. Pourquoi? Parce que si la fonction est paire, vous voyez bien, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, dans ce cas, il vaut mieux prendre la courbe, dessiner la courbe sur un intervalle symétrique par rapport à 0, et après répéter la courbe. Le deuxième exemple, la même chose, c'est un signal. Ça provient d'un signal électrique, c'est sûr, ce schéma. Il provient d'un signal électrique. Et la période T, ici, c'est entre moins 8 pi sur 2, ça veut dire moins 4 pi. Et moins 2 pi sur 2, ça veut dire moins pi. Donc la distance entre les deux, c'est 3 pi. Donc ici, la période, c'est 3 pi. Et après, la courbe, elle se répète plusieurs fois. On passe d'autres exemples. Il y en a deux signaux de fonctions non continues. On verra après la continuité. Parce que on voit bien des points de discontinuité. Donc ici, pour le premier exemple, la période, c'est 2 pi. On voit bien entre moins 3 pi et moins pi, la longueur de cet intervalle, c'est 2 pi. Et après, ça se répète plusieurs fois. Le deuxième exemple, on a une période 2, de valeur 2. Donc ça, c'est différents exemples de fonctions périodiques qui proviennent de certains signaux électriques. Alors maintenant, dans la définition, j'ai pris fonction définition R, mais on peut définir une fonction périodique si l'ensemble de définitions est invariant par translation, soit à droite, soit à gauche, de longueur t. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire si x appartient au domaine de définition de f, il faut que x plus t et x moins t appartiennent toujours à d de f. On dit que l'ensemble de définition est invariant par translation de longueur t. Translation à droite, x plus t, et translation à gauche, x moins t. Dans ce cas, je peux définir une fonction périodique. Et si f est périodique, alors on a quel que soit n dans z, x plus nt appartient toujours à d de f. C'est-à-dire x plus t, x plus 2t, x plus 3t, ainsi de suite. Et la même chose pour les valeurs négatives. Si on retranche, x moins t, moins 2t, moins 3t, ça appartient toujours à d de f. Et on a f de x plus nt, c'est f de x. Et si f est pair, impair ou périodique, dans ce cas, on essaie de réduire le domaine de définition.
à un domaine plus petit. On l'appelle domaine d'étude, on le note D de E. Par exemple, ici, F, elle est 2π périodique. Donc, il suffit d'étudier la courbe sur un intervalle de longueur de pi. Par exemple, 0,2π ou bien moins pi. Ici, il est préférable de choisir l'intervalle moins pi. Pourquoi? Parce que c'est un intervalle symétrique par rapport à 0 et la fonction f est paire. Donc, au lieu de prendre on prend d'abord l'intervalle moins pi et on le divise par 2. Donc, on trace la courbe sur l'intervalle 0π et après, on complète par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On obtient la courbe sur l'intervalle moins pi. D'accord? Et après, la courbe, elle se répète. Donc, d de e, c'est moins pi. Et puisque la fonction est paire, d de e, c'est l'intervalle 0π. Pour la fonction tangente, le domaine de définition de la fonction tangente, ce n'est pas R tout entier. La tangente n'est pas définie pour les points de la forme pi demi plus kpi. Parce que tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Et le cosinus, il est nul si x est de la forme pi demi plus kpi. Donc, le domaine de définition, c'est R privé des points, de l'ensemble des points de la forme pi demi plus kpi, tel que k appartient à z. Cet ensemble, elle est invariant par translation de longueur t, de longueur pi. C'est-à-dire, si un point est différent de pi demi plus kpi, et si on ajoute pi ou bien on retranche pi, on obtient toujours un point qui est différent de pi demi plus kpi. Et en plus, f de x plus pi, c'est f de x. Tangente de x plus pi, c'est tangente de x. Donc, on peut réduire son domaine d'étude à un intervalle de longueur pi. Là, si on prend l'intervalle 0π, il faut exclure le point pi demi. Il est entre 0 et pi. Donc, il faut prendre 0 pi demi ouvert, union pi demi pi. Ou bien, pour ne pas avoir cette réunion de deux intervalles, il est préférable de prendre moins pi demi, qui est un intervalle de longueur pi, et on exclut les deux points, les extrémités moins pi demi. Donc, on prend l'intervalle ouvert, moins pi demi. On trace la courbe sur cet intervalle, et après, on répète cette courbe plusieurs fois pour avoir la courbe de la tangente sur tout le domaine de définition. Et puisque f est impair, il suffit de tracer la courbe sur l'intervalle 0 pi demi et compléter par une symétrie par rapport à l'origine. La fonction elle est impaire, donc il est symétrique par rapport à l'origine. Et voilà, donc t de e, c'est l'intervalle 0 pi demi ouvert du côté de pi demi. Voilà, c'est pour la fonction, les fonctions sinus et cosinus. Pour la fonction sinus, on a dit il suffit de tracer la courbe sur l'intervalle 0 pi et compléter par la symétrie par rapport à l'origine. Et après, on répète la courbe plusieurs fois. Fonction cosinus, la même chose, on la trace sur l'intervalle 0 pi et on complète par la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà la fonction tangente. Elle n'est pas définie pour les points moins 3 pi demi, moins pi demi, 3 pi demi, etc. Donc ici, on trace la courbe sur l'intervalle 0 pi demi d'abord. X égale à pi demi, c'est une asymptote parce que la limite, quand x tend vers pi demi, à gauche, bien sûr, ça donne plus l'infini. On complète par une symétrie par rapport à l'origine, entre moins pi demi et 0. On obtient la courbe
la courbe rouge. Et cette courbe, on la répète plusieurs fois pour avoir toute la courbe sur tout le domaine de définition. Et voilà, on passe maintenant à la limite d'une fonction. Alors, la définition de la limite, c'est comme pour les suites. Il y a une petite différence. Pour les suites, on parle de la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et pour les fonctions, on parle de la limite lorsque x tend vers un point x0. Ce point x0, ou bien il doit appartenir au domaine de définition, ou bien une extrémité du domaine de définition. Par exemple, si le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Là, par exemple, je peux parler de la limite lorsque x tend vers 0. 0 n'appartient pas au domaine de définition, mais c'est une extrémité. Ou bien lorsque x tend vers un point x0 qui appartient au domaine de définition, 0 plus l'infini, ou bien lorsque x tend vers plus l'infini. On considère que plus l'infini est une extrémité de l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc la limite d'une fonction, c'est toujours lorsque x tend vers un point du domaine de définition ou bien une extrémité du domaine de définition. Et l'idée, il est simple, c'est lorsque x est très proche de x0, f de x est très proche d'une limite L. Donc on dit que f admet L pour limite en x0 si pour tout epsilon, il existe un delta. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif tel que quel que soit x dans le domaine de définition, i, si la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à delta, alors la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Comment interpréter ça? L'inégalité valeur absolue de x moins x0 est inférieure à delta, ça exprime que x est très proche de x0. C'est la distance entre x et x0, elle est inférieure à delta. On l'écrit d'une autre manière, c'est x, il est compris entre x0 moins delta et x0 plus delta. D'accord? Ça exprime que x est très proche de x0. Implique que f de x est proche de L. La distance entre f de x et L est très petite, elle est inférieure à epsilon. Ou bien f de x, elle est entre L moins epsilon et L plus epsilon. Une graphe, ou bien une courbe illustrative. Dans cette courbe, on a le point x0 sur l'axe des abscisses. On se dirige vers la courbe verticalement, après vers l'axe des ordonnées, on trouve la valeur L. Donc L, c'est la limite de f quand x tend vers x0. Donc si je prends un epsilon quelconque, vous voyez bien sur l'axe des ordonnées l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon, qui est représenté en noir. Si on revient à l'axe des abscisses, on voit bien un intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, tel que pour tout x dans cet intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, f de x, il appartient à l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. D'accord? Donc, et ceci pour n'importe quelle valeur de epsilon. Si je change la valeur de epsilon, la valeur de delta change bien sûr. Si on diminue la valeur de epsilon, la valeur de delta diminue. Donc, il faut retenir cette définition. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe delta strictement positif tel que, quel que soit x dans i, la valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon. Pour les suites, on écrivait, quel que soit epsilon, il existe le grand N, tel que quel que soit N, si N est supérieur à la grande N, alors f
UN moins L est inférieur à epsilon. Donc, par analogie, voilà la définition de la limite d'une fonction. On note limite de f de x égale à L quand x tend vers x0, ou bien tout simplement limite f quand x0 égale à L. L'inégalité valeur absolue de x moins x0 inférieur delta est équivalent à x appartiennant à l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta. Valeur absolue de f de x moins L inférieur à epsilon équivalent à f de x appartiennant à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et dans la définition, je peux remplacer l'intervalle, les intervalles ouverts par des intervalles fermés. D'accord? L'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, ça exprime que x est très proche de x0. Donc, mais je peux le remplacer par l'intervalle fermé x0 moins delta, x0 plus delta. La même chose, f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon ouvert. Ça exprime que f de x est très proche de L. Donc, je peux le remplacer par l'intervalle fermé L moins epsilon et L plus epsilon. Et la définition, c'est la même, ça ne change rien. Et donc, je peux remplacer l'inégalité stricte, valeur absolue de x moins x0 inférieure strictement à delta, par l'inégalité large inférieure ou égale à delta. La même chose, inférieure strictement à epsilon, par inférieure ou égale à epsilon. La définition reste valable. Mais bien sûr, les deux premières inégalités, epsilon strictement positif et delta strictement positif, là, je ne peux pas remplacer par supérieur ou égal. Je ne peux pas prendre epsilon égal à 0 ou delta égal à 0. Et voilà notre définition de la limite qui est équivalente à la première. Attention à l'ordre des quantificateurs. Pourquoi? Quel que soit epsilon, il existe delta. Comme je l'ai dit avant, lorsqu'on a quel que soit et après il existe, alors le delta, il dépend de epsilon. Parce qu'on lit pour chaque epsilon, il existe delta. Pour chaque epsilon, il existe delta. Donc le delta, il dépend de epsilon. Dans certains livres, on trouve delta de epsilon. Pour exprimer que delta dépend de epsilon, ils écrivent comme ça. Quel que soit epsilon, il existe delta de epsilon. Par contre, si on écrit il existe delta, tel que quel que soit epsilon, c'est faux. Quelques exemples. Alors, dans le calcul des limites, on n'utilise pas la définition. Je remplace directement x par x0. Je remplace directement x par x0. Donc, voici la racine de x, un point x0 positif. Son image, c'est racine de x0. Et la limite de racine de x, donc c'est racine de x0. On verra ça bien après, bien sûr. C'est la continuité, parce que la limite, c'est exactement l'image. La fonction partie entière n'a pas de limite au point x0. Parce que la partie entière, vous voyez bien, si on prend un point x0 qui appartient à z, à gauche de x0. Si je prends un point très proche de x0 à gauche, sa partie entière, c'est x0 moins 1. Et si je prends un point très proche de x0, mais qui est à droite de x0, sa partie entière, c'est x0. Vous voyez bien, donc la limite à gauche et à droite, elles sont différentes. À gauche, c'est x0 moins 1, et à droite, c'est x0. Donc, ils sont différentes. Pour cela, on dit que la partie entière n'a pas de limite au point x0. Si x0 appartient à z, mais s'il n'appartient pas à z, s'il est à l'intérieur d'un intervalle, la partie entière à droite ou à gauche, c'est la même. Maintenant, la limite de f égale à plus l'infini quand x tend vers x0.
ça signifie quoi? F de x tend vers plus l'infini. F de x est supérieur à n'importe quelle valeur A tant que x est très proche de x0. Donc, dans la formulation, on remplace juste le epsilon et l'inégalité f de x moins L inférieure à epsilon. On les remplace par A, strictement positif, et par l'inégalité f de x supérieure à A, pour exprimer que f de x reste toujours supérieur à n'importe quelle valeur A, lorsque x est proche de x0. Voilà. Je prends une valeur A quelconque sur l'axe des ordonnées, et on voit bien que pour n'importe qu'il existe un, si je reviens à l'axe des abscisses, il y a un intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, pour lequel, si je prends n'importe quel point x dans cet intervalle, on voit bien que f de x, son image est strictement supérieure à A. La même chose pour moins l'infini. F de x doit être inférieur à n'importe quelle valeur négative. Donc, je remplace l'inégalité f de x supérieure à A par l'inégalité f de x inférieure à moins A. Et là, je pense, si vous avez bien compris ça, vous pouvez formuler toutes les définitions des limites. Par exemple, x tend vers l'infini et f de x tend vers une limite L. Si on inverse, au lieu de x tend vers un point et f de x tend vers l'infini, on prend x tend vers l'infini et f de x tend vers un point L. Alors, je reviens à la définition de la limite. Voilà. Donc, si x tend vers l'infini et f de x tend vers L, je garde le epsilon et l'inégalité f de x moins L inférieur à epsilon, et je remplace l'inégalité valeur absolue de x moins x0 inférieur à delta, je la remplace par une inégalité de la forme x supérieure à b. Et donc, je reformule la limite, la définition comme suit. Quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel b strictement positif, tel que quel que soit x dans i. Si x est supérieur à b, alors valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. D'accord? Donc ici, x tend vers b et f de x tend vers L. Si maintenant, je prends x tend vers moins l'infini et f de x tend vers L. Donc, je remplace l'inégalité x supérieure à b par l'inégalité x inférieure à moins b. Si maintenant x tend vers plus l'infini et f de x tend vers plus l'infini. Donc, je remplace l'inégalité f de x moins L inférieure à epsilon par f de x supérieur à A. Et valeur absolue de x moins x0 inférieur à delta par x supérieur à b. Et donc, j'ai écrit quel que soit A supérieur à 0, il existe b supérieur à 0, tel que quel que soit x dans i, x supérieur à b implique f de x supérieur à A. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez bien compris ça, vous pouvez formuler toutes les limites, toutes les définitions. Donc, ici, x tend vers x0, f de x tend vers l'infini. X tend vers x0, f de x tend vers moins l'infini. Ici, x tend vers plus l'infini et f de x tend vers L. Il faut signaler bien sûr que dans ce cas, l'intervalle i doit être de la forme a plus l'infini. Sinon, je ne peux pas dire que x, je ne peux pas parler de la limite quand x tend vers plus l'infini. Il faut que l'intervalle soit de la forme a plus l'infini. Et de même, si x tend vers moins l'infini, l'intervalle doit être de la forme moins l'infini a. Donc ici, x tend vers plus l'infini et f de x tend vers L. Ici, x tend vers plus l'infini et f de x tend vers plus l'infini. Exemple, limite de x puissance n égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini.
Mais quand x tend vers moins l'infini, la limite de x puissance n, ça peut être égal à plus l'infini, ça peut être égal à moins l'infini. Ça dépend de la parité de n, si n est pair ou impair. Donc, limite de x puissance n, c'est plus l'infini si n est pair, et moins l'infini si n est impair, lorsque x tend vers moins l'infini, bien sûr. Et 1 sur x puissance n, c'est 0, parce que c'est 1 sur l'infini. 1 sur plus ou moins l'infini, c'est 0. Si je prends deux polynômes, P et Q, c'est quoi P, la limite de P sur Q? Vous connaissez ce résultat sous la forme, la limite de... On prend le terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré. C'est-à-dire, je prends seulement AN x puissance n et BM x puissance m. Mais la justification de ça, c'est quoi? En fait, c'est parce qu'on écrit P de x sur Q de x égale. Pour P, je factorise par x puissance n. Et pour Q, je factorise par x puissance m. Alors, ce qui est entre parenthèses pour le polynôme P, au numérateur, ce qui est entre parenthèses est envers AN. Et au dénominateur, ce qui est entre parenthèses est envers BM. Donc, on aura AN sur BM. D'accord? Et puis, x puissance n sur x puissance m, ça dépend de n et m. S'ils sont égaux, on simplifie, il nous reste AN sur BM. Si n est supérieur à m, on simplifie, donc on obtient x puissance n moins m et ça tend vers l'infini. Si m est plus grand que n, on simplifie, donc on aura 1 sur x puissance m moins n, et donc ça tend vers 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Et voilà les cas qu'on a. Si n est supérieur à m, c'est plus l'infini. S'ils sont égaux, c'est le rapport des coefficients a n et bm. Si n est inférieur à m, c'est 0. C'est comme pour les suites, si la fonction admet une limite, cette limite est unique. Et quelques opérations sur les limites. Si je prends deux fonctions f et g, avec limite de f égale à L, limite de g égale à L', alors la limite de f plus g, si les deux limites sont réelles, la limite de f plus g, et f fois g est lambda fois f plus g c'est f, L plus L', f fois g, L fois L', et lambda f c'est lambda L. Mais le problème, c'est lorsqu'on a l'infini, on peut tomber sur des formes indéterminées. Alors, si L est non nulle, la limite de 1 sur f est égale à 1 sur L. Et si limite de f égale à plus ou moins l'infini, 1 sur f tend vers 0. Si la composition G rond f, si limite de f égale à L quand x tend vers x0, et la limite de g égale à L' quand x tend vers L, alors la limite de G rond f égale à L' quand x tend vers x0. C'est comme la limite, c'est comme la relation de Charles. x0, L, L', ça donne x0, L'. D'accord? Pour limite de f, on a x0, L, x tend vers x0 et f tend vers L. Pour g, on a L', x tend vers L, g de x tend vers L'. Et donc, g rond f, on a x0, L'. X tend vers x0, g rond f tend vers L'. Donc, c'est exactement comme la relation de Charles. x0, L, L', ça donne x0, L'. Comme exemple, je prends une fonction qui tend vers 2, quand x tend vers x0. On va utiliser toutes les propriétés précédentes. C'est quoi la limite de la racine de 1 plus 1 sur u de x au carré plus ln de u de x. Alors, u de x tend vers 2. Donc, u de x au carré tend vers 4. Donc, l'inverse, 4 il est non nul. Donc, 1 sur u de x au carré tend vers 1 quart. D'accord? Maintenant, ln de u de x, c'est le composé.
u de x tend vers 2, et on compose par ln, on obtient ln de 2. Et donc, c'est la racine de 1 plus 1 quart plus ln de 2. Voilà. Donc, lorsque x tend vers x0, u de x tend vers 2, le quart étant vers 4, l'inverse 1 quart. Puis u de x tend vers 2, qui est strictement supérieur à 0. Donc, ln de u de x est bien défini au voisinage de x0 et ln de u de x tend vers ln de 2. Et puis le reste, c'est facile. Donc, vous voyez bien que pour le calcul de la limite, on n'utilise pas la définition. On fait le calcul directement. Les formes indéterminées, si f tend vers plus l'infini et g tend vers moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Plus moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Les autres, bien sûr, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, 0 sur 0, 1 puissance l'infini, l'infini puissance 0. Donc ça, c'est des formes indéterminées. Si f est inférieur ou égal à g, limite de f égale à L, limite de g égale à L', alors L est inférieur à L'. Si on a la même inégalité, f inférieur ou égal à g, et si la limite de g égale à plus l'infini, donc je ne peux rien dire pour la limite de f, f est inférieur à g. Mais si la limite de g égale à moins l'infini, alors la limite de f est aussi moins l'infini. De même, si la limite de f égale à plus l'infini, alors la limite de g, c'est plus l'infini. Et si g est coincé entre deux fonctions f et h, comprises entre f et h ont la même limite, alors la limite de g. Voilà la courbe, la fonction g, elle est coincée par les courbes de f et h au point x0, au voisinage de x0. Donc, h et f, ils ont la même limite en x0, donc g aussi. La continuité maintenant, c'est quoi? On dit que f est continu lorsque la limite de f égale à f de x0. Tout simplement. Donc, dans la définition de la limite, je remplace L par fx0. Et voilà, donc si on a bien compris la limite, pour la continuité, ça devient très facile. Il suffit de remplacer la limite L par l'image f de x0. Donc, on reprend la courbe de tout à l'heure. J'ai remplacé ici L par f de x0. C'est la même courbe. Lorsque x est très proche de x0, f de x est très proche de f de x0. Et on dit que f est continu sur tout le domaine de définition si f est continu en tout point du domaine de définition. Ça, c'est des exemples de fonctions qui ne sont pas continues. Le premier exemple, au point x0, on a la continuité à gauche, mais on n'a pas la continuité à droite. D'accord? À gauche, la limite est égale à l'image, mais à droite, non. Donc, à gauche, on représente par un point, et à droite, par un petit arc. Ça signifie que le point n'appartient pas à la courbe. Le deuxième exemple, ici, vous voyez bien que la limite à droite et la limite à gauche, c'est la même. Mais le problème, c'est que cette limite est différente de l'image. Vous voyez bien, l'image, elle est décalée, elle n'appartient pas à la courbe. L'image x0 n'est représentée par un point. Donc, ici, dans le deuxième exemple, à gauche et à droite, on obtient la même limite, mais cette limite est différente de l'image. Donc, il n'y a pas de continuité. Dans le troisième exemple, elle n'est continue ni à droite ni à gauche. La limite à gauche est différente de f de x0. La limite à droite est différente de f de x0. F de x0, il est représenté par un point entre les deux courbes. Vous voyez bien, donc il n'y a pas de continuité.
Graphiquement continu, ça veut dire quoi? Je peux tracer la courbe sans lever la main, sans lever le crayon ou bien le stylo. D'accord? Il ne faut pas faire un saut quand on dessine la courbe. Donc, sinon, la fonction est dite discontinue. Elle n'est pas continue ou bien discontinue. Quelques exemples. Les fonctions constantes sont continues. La racine de x est continue sur 0 plus l'infini. Sinus est continue sur R. La valeur absolue de x continue sur R. L'exponentielle continue sur R. Et ln continue sur 0 plus l'infini. La partie entière, elle est continue si le point x0 n'est pas entier. Mais si c'est un entier, la fonction n'est pas continue. On peut voir ça sur la courbe. Si x0 appartient à z, vous voyez bien que la limite à droite et la limite à gauche sont différentes. Dans ce cas, l'image de x0, c'est x0 lui-même. La partie entière de x0, c'est x0. À droite, la limite à droite, c'est toujours x0. Donc, il y a continuité à droite. Mais à gauche, si je prends un point très proche de x0, mais qui est inférieur à x0, la partie entière devient x0 moins 1. Parce que lorsque le point n'est pas entier, on se dirige toujours vers la gauche. Si par exemple au point 1, si je prends un point très proche de 1, 0,99, la partie entière de 0,99, c'est 0. D'accord? Mais si je prends un point à gauche, à droite de 1, 1,01, la partie entière, c'est 1. Donc, à droite, la partie entière de x est égale à l'image. La limite de la partie entière est égale à l'image de la partie entière. Donc, il y a continuité à droite. Mais à gauche, la limite de la partie entière, elle est différente de l'image. Donc, il n'y a pas de continuité à gauche. Donc, la fonction est discontinue au point x0. Par contre, si je prends un point qui n'est pas un entier, donc à l'intérieur d'un intervalle entre deux entiers n et n plus 1, par exemple entre 0 et 1, ou bien entre 1 et 2, ou bien entre 2 et 3, si je prends un point à l'intérieur, donc, et si je prends un point x très proche de x0, que ça soit à droite ou à gauche, la partie entière, c'est exactement la partie entière de x0. Maintenant, si je prends un demi, la partie entière de 1 demi, c'est 0. Maintenant, si je prends un point très proche de 1 demi, à droite de 1 demi, 1 demi plus quelque chose de très petit, c'est toujours 0, par exemple 0,5. 1 demi, c'est 0,5. Si je prends un point très proche de 0,5 à droite, par exemple 0,6, la limite, c'est toujours, la partie entière, c'est toujours 0. Et à gauche, le 0,5. Si je prends par exemple 0,4, la partie entière, c'est toujours 0. Donc, à droite ou à gauche, la partie entière, c'est la même. Donc, si x0 n'appartient pas à z, la partie entière, eh bien, la fonction partie entière est continue en ce point. Voilà un exemple concret. Par exemple, au point 2. Alors, si je prends à gauche de 2, dans l'intervalle 1, 2, la partie entière, c'est 1. Donc, si je passe à la limite, à gauche, c'est toujours 1. À droite de 2, si je prends par exemple l'intervalle 2, 3, la partie entière, c'est 2. Et donc, la limite, c'est toujours 2. Vous voyez bien qu'à gauche et à droite, les limites sont différentes. Et donc, la partie entière n'a pas de limite au point 2, donc elle n'est pas continue au point 2. Alors, on a un résultat important. Et là, on va voir comment on utilise la limite, la définition de la limite pour démontrer certains résultats simples. Si f est continu en x0,
et f de x0 différent de 0. Alors, il existe un voisinage de x0 dans lequel f de x est non nul. Quand je dis un voisinage de x0, c'est-à-dire un intervalle de la forme x0 moins delta, x0 plus delta. Alors, graphiquement, voilà. Voilà f de x0 sur l'axe des ordonnées, elle est non nulle. Et on voit bien qu'au voisinage de x0, la courbe, toute la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? Donc, je répète, ici, f de x0, elle est positive dans cet exemple. Et pas seulement f de x0 qui est positif, tous les points qui sont très proches de x0, leurs images sont positives. C'est ça l'idée de cette proposition. Si f de x0 est strictement supérieur à 0 et f est continu au point x0, alors dans un voisinage de x0, f est strictement positif. La même chose si f de x0 est strictement négatif, et avec la continuité, f, elle reste strictement négative au voisinage de x0. On va voir la démonstration juste pour voir comment on utilise la définition de la limite. Donc, je suppose que f de x0 est strictement supérieur à 0. Par hypothèse, quel que soit epsilon, il existe delta tel que quel que soit x entre x0 moins delta, x0 plus delta, f de x, elle est entre f de x0, fx0 moins epsilon et fx0 plus epsilon. Je veux que f reste strictement positif. Comment choisir epsilon? Je choisis un. Il suffit que f de x0 moins epsilon soit positif. Il faut regarder à gauche de f de x. Il y a f de x0 moins epsilon. S'il est positif, alors f de x est positif. D'accord? Donc, il suffit de choisir un epsilon plus petit que f de x0. Un epsilon entre 0 et f de x0. Et voilà. C'est très simple. La même chose maintenant si f de x0 est strictement négatif. Donc, je veux que f reste négatif. F de x, elle est inférieure à f de x0 plus epsilon. Comment choisir epsilon? Il suffit de choisir un epsilon tel que f de x0 plus epsilon soit négatif. C'est-à-dire epsilon entre 0 et moins f de x0. Moins f de x0, bien sûr, il est strictement positif. Alors, pour ce choix de epsilon, f de x0 plus epsilon, elle est strictement négative. Et donc, f de x, elle est strictement négative. J'espère que c'est clair. Donc, c'est juste une façon de voir comment on applique la définition de la limite pour démontrer certaines propriétés. Bon, essayez de faire cet exercice. Je vais vous donner juste l'idée. Si f est une fonction continue, telle que f de x0 égale à 1. Alors, je veux montrer qu'il existe un voisinage de x0 dans lequel f de x est supérieur à 1 demi. D'accord? F de x supérieur à 1 demi. Intuitivement, si f de x0 égale à 1, d'accord? Si x est très proche de x0, f de x, elle est très proche de f de x0. C'est-à-dire f de x, elle est très proche de 1. Et s'il est proche de 1, alors il est supérieur à 1 demi. Et pour la démonstration, il suffit d'écrire la définition. Quel que soit epsilon, il existe delta tel que quel que soit x entre x0 moins delta, x0 plus delta, f de x, elle est entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Parce que f de x0 égale à 1. Je veux que f de x soit supérieur à 1 demi.
Il suffit que 1 moins epsilon soit supérieur à 1 demi. Et 1 moins epsilon supérieur à 1 demi, donc epsilon doit être inférieur à 1 moins 1 demi, donc inférieur à 1 demi. Il suffit de prendre epsilon égale à 1 quart, par exemple. Et voilà. Et j'obtiens que f de x est supérieur à 1 moins 1 quart. Ou bien je prends directement epsilon égale à 1 demi. D'accord? Donc, f de x, elle est entre fx0 moins epsilon et fx0 plus epsilon. Donc, f de x est supérieur à fx0 moins epsilon, c'est-à-dire 1 moins 1 demi qui est égal à 1 demi. Donc, il suffit de prendre epsilon égale à 1 demi et appliquer la définition. Je peux même montrer qu'il existe un delta, tel que, quel que soit x dans l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, f de x est inférieur à 3 demi, par exemple. Dans la définition, si je prends epsilon égale à 1 demi, on a f de x0 égale à 1. Donc, f de x0 plus epsilon, c'est 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Et donc, f de x est inférieur à 3 demi, quel que soit x entre x0 moins delta et x0 plus delta. Donc, pour ces inégalités, on revient à la définition de la limite. Pour quelques propriétés, si f et g sont continus en x0, bien sûr, f plus g, f fois g et f et lambda fois f, ils sont continus au point x0. Si f de x0 est non nul, alors on a déjà vu que si f de x0 est non nul, alors f elle reste non nulle sur tout un voisinage de x0. Et donc je peux parler de 1 sur f. Au voisinage de x0, 1 sur f, il est bien défini et il est continu au point x0. Quelques exemples de fonctions continues. X puissance n, c'est un produit de x fois xn fois, donc les fonctions x puissance n sont continues. Et les polynômes aussi, parce que les polynômes, ce sont des fonctions qui sont des sommes de fonctions de la forme a n x puissance n. C'est a n x puissance n plus a n moins 1 x puissance n moins 1, etc. Donc, c'est une somme de fonctions continues, c'est une fonction continue. Les fractions rationnelles, c'est un rapport entre deux polynômes, à condition que le polynôme q de x soit non nul. Donc, ils sont aussi continus. Si f est continu en x0 et g est continu en fx0, alors g en f est continu en x0. Maintenant, si la fonction est définie sur un domaine qui ne contient pas, qui ne contient pas x0, d'accord? Par exemple, sur un intervalle i, mais privé du point x0. Donc, f n'est pas défini au point x0. Mais la limite de f au point x0 existe. Dans ce cas, on dit qu'on peut prolonger la fonction f par continuité. Alors, f est prolongeable par continuité en x0 si f a une limite finie en x0. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? La fonction, elle n'est pas définie au point x0, mais admet une limite en x0. Donc, je peux prolonger f sur tout l'intervalle i. D'accord? Donc, je prolonge f sur un intervalle plus grand. D'abord, il était défini sur i privé de x0. Et on prolonge f en une fonction qui est définie sur i tout entier. Donc, il suffit que la limite de f en x0 soit finie. Comme ça. x0 n'appartient pas dans mes définitions.
on l'exprime dans la courbe par des petits arcs à droite et à gauche, ou bien un petit cercle autour de ce point. Ça veut dire que ce point n'appartient pas à la courbe. Ça se fait lorsque x0 n'appartient pas au domaine de définition. Mais on voit bien que la limite à droite et à gauche, c'est la même. C'est L. Donc, f admet une limite finie au point x0. Et donc, je peux prolonger f. Donc, je définis une nouvelle fonction, f tilde. Qu'on note f tilde, on prononce f tilde de x, qui est égal à, c'est la même fonction f si x est différent de x0, et qui est égal à L si x égale à x0. Et on dit prolongement par continuité parce que cette fonction, elle est continue au point x0. Exemple, cette fonction x sinus 1 sur x, elle n'est pas définie au point 0. Elle est définie sur R étoile, parce qu'on a 1 sur x. Donc, je ne peux pas écrire f de 0, sinus 1 sur 0. Est-ce qu'elle est prolongeable par continuité? Je calcule sa limite. Alors, je calcule la limite quand x tend vers 0. Alors, comment calculer la limite de f? La valeur absolue de f de x, c'est la valeur absolue de x fois la valeur absolue de sinus 1 sur x. Alors, pourquoi j'ai utilisé la valeur absolue? C'est juste pour encadrer, parce que la fonction sinus, elle est bornée. Donc, au lieu d'écrire sinus x entre moins 1 et 1, il vaut mieux utiliser la valeur absolue de sinus 1 sur x, qui est inférieure à 1. Et donc, la valeur absolue de f de x est inférieure à la valeur absolue de x. Si je passe à la limite, la valeur absolue de x tend vers 0, et donc f de x tend vers 0. Alors, vous voyez que la fonction f, elle n'est pas définie en 0. D'accord, la fonction f n'est pas définie en 0, mais elle admet une limite finie en 0. Cette limite, c'est exactement 0. Et donc, je peux définir une nouvelle fonction, f tilde, telle que f tilde, qui est définie sur R tout entier, même en 0, telle que f tilde de x égale à x sinus 1 sur x si x est différent de 0, et f tilde de 0, c'est 0. C'est la limite qu'on a trouvée. Et voilà. Et cette fonction f tilde, elle est continue en 0. Parce que la limite en 0, c'est exactement l'image de 0. Je prends maintenant une fonction f et un point x0 de l'intervalle i. Alors, f est continu au x0 si pour toute suite un qui tend vers x0, f de un tend vers f de x0. Donc, on caractérise la continuité par les suites. Lorsque un tend vers x0, f de un tend vers f de x0. Donc, on va voir la démonstration, ce qui n'est pas difficile. C'est une autre occasion pour voir comment on utilise la définition de la limite. Et ça sert pour étudier les suites récurrentes un plus 1 égale à f de un. Si un converge, on l'a déjà vu, en cours et en TD, si un converge et f est continu, alors la limite, elle vérifie f de L est égal à L. Pourquoi ça? Parce que un converge vers L. Si n converge vers L, alors f est continu, alors f de un converge vers f de L. D'accord? Et on a un plus 1 aussi converge vers L.
Et donc, f de L égale à L. Voici la démonstration. Vous allez voir, elle est simple. J'ai deux hypothèses. Je fais la démonstration de si f est continu, alors si un converge vers x0, fin converge vers fx0, c'est-à-dire le sens direct. Je ne vais pas faire le sens inverse parce que c'est le sens utilisé en pratique lorsque f est continu au point x0 et un converge vers x0, montrer que fin converge vers fx0. C'est ce qu'on utilise en pratique. En particulier pour les suites récurrentes, un plus 1 égale à fun. Ce résultat, il est très valable. Bien, ce résultat est très utile. Donc, j'ai deux hypothèses. F est continu en x0 et un converge vers x0. Donc, la continuité, on l'exprime par, je prends l'epsilon positif, alors il existe un delta, tel que la valeur absolue de x moins x0 inférieure à delta, alors f de x moins fx0 est inférieur à epsilon. D'accord? Maintenant, j'exprime la convergence. Un converge vers x0. Ça veut dire quoi? Qu'à partir d'un certain rang, un, la valeur absolue de un moins x0 est inférieure à n'importe quel nombre strictement positif. En particulier, pour ce nombre delta qui est strictement positif, je peux dire que un moins x0, à partir d'un certain rang, un moins x0, il est inférieur à delta. Et voilà comment appliquer, ou bien comment utiliser la définition de la limite, puisque un tend vers x0, donc il existe un entier grand N à partir duquel, c'est-à-dire pour tout n supérieur à n, à grand N, la valeur absolue de un moins x0 est inférieure à delta. Je combine les deux inégalités. La première, qu'est-ce qu'elle dit? Si la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à delta, alors la valeur absolue de f de x moins fx0 est inférieure à epsilon. Si, alors. Et puisque pour la suite un, puisqu'on a la valeur absolue de un moins x0 est inférieure à delta, et donc j'applique l'implication précédente, je déduis que la valeur absolue de fun moins fx0 est inférieure à epsilon. Donc je répète. À chaque fois qu'on a valeur absolue de x moins x0 est inférieur à delta, on a automatiquement valeur absolue de f de x moins fx0 est inférieur à epsilon. D'accord? Donc, lorsqu'on a appliqué la définition de la limite, on a trouvé que la valeur, pour n supérieur à la grande N, la valeur absolue de un moins x0 est inférieure à delta. Et donc, automatiquement, la valeur absolue de fun moins fx0 est inférieure à epsilon. Et d'après la définition de la limite d'une suite, alors f de un, il converge vers f de x0. Alors maintenant, comment utiliser ce résultat? Si f est continu en x0, alors pour toute suite un qui converge vers x0, la suite fun converge vers fx0. D'abord, ce résultat se généralise pour une limite en un point quelconque, même en plus l'infini. D'accord? Si f admet une limite en x0, x0 peut être infini. Alors, si f admet une limite L en x0, alors pour toute suite un qui converge vers x0, fun, ou bien pour toute suite un qui tend vers x0, parce qu'on a dit x0 peut être infini, pour toute suite un qui tend vers x0, fun tend vers L. D'accord? Donc, si limite de f en x0 est égale à L, alors pour toute suite un qui tend vers x0, fun tend vers f de L. Alors, comment utiliser ce résultat? On peut l'utiliser pour montrer que f n'admet pas de limite en x0.
il suffit de construire de suite UN et Vn qui tendent vers x0, mais Fun et Fvn n'ont pas la même limite. D'accord? Si on arrive à construire de suite Un et Vn qui tendent vers x0, mais Fun et Fvn n'ont pas la même limite, ça veut dire que Fun ne converge pas Fx0 et donc F n'admet pas de limite en x0. Alors, comme exemple, on va montrer que la fonction cosinus x n'a pas de limite en plus l'infini. Si cosinus x avait une limite en plus l'infini, alors pour toute suite Un qui tend vers plus l'infini, cosinus Un va tendre vers cette limite. Et donc, si on arrive à construire de suite Un et Vn qui tendent vers plus l'infini, mais cosinus Un et cosinus Vn n'ont pas la même limite, alors ça entraîne directement que f n'admet pas de limite en plus l'infini. Donc pour cela, on considère les deux suites Un et Vn définies par Un égale à 2nπ et Vn égale à pi plus 2nπ. Alors f de Un, cosinus de nπ, c'est cosinus de 0, c'est 1. Parce que le cosinus, c'est une fonction périodique de période de pi. Donc f de Un égale à 1. Et f de Vn, c'est cosinus de pi plus de nπ. Donc c'est cosinus pi, c'est moins 1. Et donc, voilà Un et Vn sont deux suites qui tendent vers plus l'infini. Mais Fun et Fvn n'ont pas la même limite. Fun tend vers 1 et Fvn tend vers moins 1. La conclusion, donc f n'a pas de limite en plus l'infini. Voilà, normalement, en général, on utilise ce résultat dans ce sens pour montrer que f n'a pas de limite en x0. Et c'est tout pour cette séance. La prochaine séance, on verra le grand théorème d'analyse, le théorème des valeurs intermédiaires avec ses applications. À très bientôt.